Ouais, c'est bon? Bon. Volume micro, tout le monde entend correctement? Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous voir ici. Euh, euh, bon, dans quel pétrin je me suis encore collé? Bon, c'est peut-être quelque chose que vous vous êtes dit un jour au milieu de la nuit avec un système en train de partir en carafe. Vous savez pas trop pourquoi ni comment. Situation un petit peu difficile. Bon, on est un petit peu là pour vous raconter toutes les petites mésaventures qui nous sont arrivées, pour vous les épargner à l'avenir si vous les avez pas encore eues. Donc voilà le petit récit de l'aventure Hadoop chez Criteo. Donc les présentations d'usage, Jean-Baptiste et moi donc, faisons partie de l'équipe HPC de Criteo, qui est assez récente, créée en 2012, 5 personnes à l'heure actuelle, qui a pour mission de s'occuper de tous nos data pipelines, donc collecte des événements depuis toute notre couche web real-time, l'acheminement, et de proposer à l'intérieur de l'entreprise tout ce qui est traitement sur ces données, donc que ce soit traitement batch dans Hadoop ou traitement presque temps réel dans d'autres frameworks du style Storm. Donc notre mission a été de s'approprier ces technologies-là et de monter tout ça à un niveau industriel. Donc Jean-Baptiste est notre expert Hadoop et moi je suis dev lead de l'équipe. Toujours dans les présentations, Criteo, ça c'est la seule slide marketing que vous verrez de cette présentation. Donc Criteo, c'est quoi? C'est une petite start-up qui a bien grossi, plusieurs data centers dans le monde à l'heure actuelle, présent sur tous les continents, un certain nombre de milliards de requêtes par jour, entre tout ce qu'on se prend, trafic web, tout ce qui est requêtes internes, etc. Des positions ouvertes en recrutement, j'y reviendrai à la fin. Criteo, c'est un contexte qui va me faire poser un certain nombre d'hypothèses, parce que je vais beaucoup parler de choses qui ont concerné notre expérience, sur lequel on peut débattre après sur le fond. Donc je vous précise notre contexte, notre hypothèse, parce qu'on entend aujourd'hui beaucoup parler toujours du dilemme cloud versus hébergement propre, tout ça. Un des facteurs principaux qui va nous intéresser là-dedans, c'est le besoin en élasticité ou pas. Si vous avez des traitements à faire, vous avez juste un cluster à spawner, faire vos traitements et l'éteindre, le cloud c'est très bien. Nous, on utilise vraiment nos ressources à 100% du temps, tout le temps, on en veut toujours plus. Criteo avait déjà historiquement des data centers, donc pour nous, la solution in-house est beaucoup plus naturelle et nous coûte moins cher que ce qu'on pourrait faire ailleurs dans le cloud. Donc tout ce qu'on va vous montrer ici, ça présuppose que vous avez votre hébergement et que vous pourrez déployer un certain nombre de solutions pour répondre à vos problèmes. Donc l'adoption d'une nouvelle technologie, Hadoop c'est assez récent chez Criteo, ça date de fin 2011-2012. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent mal se passer parce que ça commence facilement. Une nouvelle techno, vous l'essayez, vous faites un petit proof of concept. Donc le POC, c'est assez facile, c'est rapide, ça marche bien. Comme ça marche bien, forcément ça commence à plaire. Et donc l'entreprise et les équipes gagnent une certaine adhésion sur la techno. Et quand ça commence à accrocher, les choses vont aller vite, très très vite, presque trop vite. Chez nous, pour fixer un peu l'ordre de grandeur, c'est parti d'un proof of concept, donc fin 2012, avec une douzaine de nœuds. Bon, petit déploiement où ça se passe bien, c'est assez facile. Et où on se retrouve à plusieurs centaines de nœuds aujourd'hui et la volonté d'aller toujours plus loin. Donc en l'espace d'un an et demi, 2 ans, c'est allé assez vite. Donc les gens auront beaucoup d'attentes envers vous, administrateur Hadoop, beaucoup de demandes, et quand vous allez travailler sur un cluster qui devient de plus en plus gros, vous allez avoir de plus en plus de problèmes. Donc il faut être prêt, et il faut anticiper 2-3 trucs. Et pour vous éviter un peu tout ça, on va regarder les complications qu'on a rencontrées au fil du temps. Donc pourquoi est-ce que ça va vite déjà? C'est ce que je disais, le cycle d'apprentissage. Donc voilà, vous faites votre proof of concept, les gens utilisent la techno, ils se disent c'est cool.
Donc forcément, ça les intéresse, ils apprennent, ils gagnent en compétences. Vos analystes, ils regardent les données, ils font des découvertes en regardant vos données. Donc du coup, ils se posent « Ah tiens, c'est marrant ça », ils se posent des questions. Ils font encore plus d'analyses, ils répondent à leurs questions, ils comprennent ce que contiennent toutes ces données que vous loguez gentiment depuis vos applications. Ils comprennent des choses, ils disent « Ah bah tiens, on va utiliser telle et telle donnée pour faire un meilleur produit, qui va encore loguer plus de choses, de vous donner plus de données à traiter. » Tout ça, ça a une valeur intrinsèque qu'on a envie de conserver parce qu'on fait aussi des découvertes a posteriori où aujourd'hui on découvre telle ou telle donnée qu'on loguait était vachement intéressante. On est bien content d'avoir commencé à les loguer depuis longtemps pour pouvoir aller regarder, ah tiens, il y a 6 mois, il y a 1 an, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'on avait déjà des choses sous la main? Et ça va intéresser beaucoup de monde, prendre beaucoup de place de stockage, de capacité de traitement. Les gens vont vouloir tout très vite et c'est vous, l'équipe en charge de toute cette infrastructure, qui allait être le bottleneck. Et on va voir comment est-ce qu'on se sort de cette situation. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on va parler quand vous allez grossir, de tout ce qu'il va falloir faire passer à l'échelle, tout ce qu'il va falloir scaler. Il y a 3 axes principaux. Ce qu'il va falloir scaler, premièrement, c'est le plus naturel, c'est le management de toute cette infrastructure. C'est-à-dire que tout ce qui est setup du hardware, des OS, des systèmes, faire les installations des packages, des services, tout ce qu'il va falloir faire sur cet ensemble de machines, il va falloir l'automatiser. Parce que quand on commence, on fait le POC, on fait les choses à la main. Quand on commence à déployer sur des centaines ou des milliers de machines, c'est plus possible de le faire à la main. Et donc vous voudrez automatiser à la fois l'administration, la configuration, donc tout ce qui est management de l'infra. Vous allez vouloir avoir à faire scaler l'infrastructure elle-même. On parlera plus particulièrement du réseau, mais ça comprend aussi le hosting, les salles, etc. Parce que quand vous arrivez à remplir votre salle et que vous avez encore besoin de plus de matériel, forcément, il y a un peu d'anticipation à avoir sur ce niveau-là. Donc management de l'infra. Et le dernier point auquel on ne pense pas forcément tout de suite, c'est il va falloir faire scaler l'utilisation de votre infrastructure. Parce que, on parlait d'automatisation, de réseau, etc. Tout va bien, vous avez un joli cluster qui marche. Manque de bol, vous avez des utilisateurs qui se mettent à vouloir s'en servir. Et là, vous connaissez le coup, vous faites des applications, quand les utilisateurs s'en mêlent, c'est là que ça devient compliqué. Donc il va falloir faire scaler la gestion des utilisateurs au niveau de leurs compétences, des bonnes pratiques, comment on écrit un bon job sur Hadoop. Comment est-ce que vous faites l'accounting des ressources? Comment on donne des privilèges à un projet ou l'autre? Vous allez vous retrouver dans une situation d'arbitrage sur des choses où vous considérez, c'est pas votre métier de dire tiens, bidule, il a le droit à plus de ressources sur le cluster que machin. Tout ça, vous allez vouloir le redonner au management pour qu'ils prennent leurs décisions et que ce ne soit pas à vous de vous en occuper. Donc premier topic, l'automatisation de l'administration. Bon. Vous connaissez peut-être l'adage, qui fait les choses à la main tombe dans le ravin. Donc ne le faites pas très sérieusement si vous administrez un cluster un petit peu à l'ancienne, en faisant les choses à la main, installant les packages, allant tuner sur les machines les petits réglages qu'il faut. Vous allez vraiment à un moment vous faire du mal parce que quand vous faites les choses sur des centaines de machines, ça devient juste pas possible. Et parfois, en cas d'incident ou en cas de petits problèmes, vous allez devoir réagir extrêmement vite. Et donc, il vous faut un levier pour vraiment faire des opérations cluster-wide sans aucun problème. Et c'est des choses que vous serez amené à faire régulièrement. Donc l'esprit de la chose, c'est vraiment de construire un système une bonne fois pour toutes, et une fois que ça marche, ça tourne et vous vous en occupez surtout plus pour jamais avoir de problème. Le choix qu'on a fait, c'est aussi le choix de la liberté quelque part, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout servi de couche d'administration d'un vendeur Hadoop ou un autre qui propose des managers tout en un qui s'occupent de tout ça pour vous. Le choix de la liberté, il est fait pour nous ne pas être lié à un vendeur spécifique, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on voulait chez Criteo changer de distribution, on le ferait très facilement du jour au lendemain
avec une seule opération et ce serait réglé. Donc de ne pas avoir de dépendance sur ces couches d'administration qui en plus vous empêchent un petit peu de comprendre vraiment la mécanique sous-jacente, ce qui est toujours intéressant à comprendre quand on se lance dans des choses à cette échelle. Donc très important, automatiser toute la stack. Ce qu'on fait chez Criteo, c'est vraiment, on part du bare metal, donc le serveur nous est livré par notre hosting en environnement data center. Donc il nous est livré vraiment nu, sorti d'usine. Il est juste donc racké, raccordé au réseau. Ça, l'équipe réseau s'occupe de la configuration pour nous pour l'instant. Nous, cette machine, elle est provisionnée pour un certain rôle qu'on veut lui faire. Et à partir de là, c'est Chef, donc un outil de gestion de configuration, qui est vraiment le tout en un pour tout ce qui est notre automatisation. C'est-à-dire que Chef va s'occuper d'absolument tout, de l'installation de l'OS à la configuration, enfin l'installation des services, la configuration des services, et lancer tout ça sans aucune intervention humaine. On a aussi fait le choix de faire toutes ces installations de manière non persistante, c'est-à-dire que l'OS lui-même réside dans un RAM FS, enfin il est vraiment en RAM et est perdu à chaque reboot. Alors c'est pas grave parce que nous quand on reboot, de toute façon la machine se réinstalle d'elle-même. On va vous détailler tout ça juste après. Ça nous permet, à partir de machines neuves ou recyclées, de démarrer une centaine ou plusieurs centaines de nœuds et d'avoir un cluster qui s'installe tout seul de façon quasi instantanée. Alors, instantanée, j'exagère. Ça prend en réalité entre 15 et 30 minutes, parce qu'il y a un certain nombre d'itérations à produire, parce que les systèmes étant distribués, il faut que certains services soient pas avant les autres. Mais c'est une opération extrêmement rapide et qu'on a déjà fait à quelques reprises. Donc d'une remise à zéro complètement du cluster et une réinstallation complète. Et donc JB va vous détailler un petit peu plus comment ça marche et comment on arrive à ce genre de système. Voilà. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui. Donc maintenant que Loïc vous a parlé de ce qu'on cherchait à faire et ce qu'on avait réussi à faire, je vais un peu vous parler de la manière dont on y arrive. Et en particulier, donc, je vais un peu revenir quand même sur Chef, la raison pour laquelle on utilise Chef sur les conseils d'un des membres de l'équipe, Maxime, qui est dans la salle. D'abord parce que c'est quelque chose qui nous permet d'automatiser absolument toutes les tâches d'administration, de la gestion des firmware sur les machines, jusqu'à l'installation du service final Hadoop sur la machine. Ça nous permet aussi de traiter l'infrastructure comme du code, ce qui est très désirable parce que ça nous permet de release manager l'infrastructure. Et ça, enfin, Loïc l'a déjà dit, ça nous rend complètement indépendants de tous les vendeurs Hadoop. Donc les vendeurs Hadoop, ils vous font leur beurre en vous vendant des outils qui vous permettent d'installer facilement un cluster de 10 nœuds et ils vous font payer au nœud. Et nous, on est un peu cheap à Criteo, on n'a pas envie de payer au nœud. Et puis en plus, on n'a pas envie d'être dans une situation de lock-in. Il y a des choses qui nous plaisent chez Cloudera, il y a des choses qui nous plaisent chez Hortonworks. On a peut-être un jour envie de passer sur un Apache qu'on packagera nous-mêmes. On n'a pas envie d'être lié et que nos opérations soient vissées complètement chez un vendeur. Donc, au-delà... qu'est-ce qu'on fait effectivement avec Chef? Donc, Loïc, vous avez déjà dit qu'on avait décidé de rendre le système diskless. Diskless, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un RAM FS de 2 Go dans lequel on installe l'OS. 2 Go, pour nous, c'est suffisant pour déployer un Linux et un Hadoop qui fonctionnent parfaitement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a plusieurs raisons. La première raison, je dois dire, c'est probablement une raison esthétique. Quand vous voulez acheter et monter votre infrastructure à Hadoop, vous voulez maximiser la densité de stockage. Donc vous utilisez des machines dans lesquelles on peut mettre plein de disques. Les 14 baies de disques, vous voulez les remplir avec des disques de 3 Tera, pas avec des disques système.
Et comme vous êtes un esthète, évidemment, vous ne voulez pas dédier 2 ou 3 partitions sur un des disques au système. Donc esthétiquement, c'est plus joli d'avoir 14 disques complètement dédiés à Hadoop et le système en RAM. Ça a d'autres avantages, évidemment, parce que ce n'est pas tout à fait suffisant. Un avantage, c'est que en mettant le système en RAM, vous allez éviter... Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, qui est un peu un implicite, qui est que la plupart des tâches dans un cluster chargé, elles sont I/O bound. Donc vous allez saturer sur les disques. Ce que vous évitez quand vous mettez le système en RAM, c'est de la contention entre votre système sur une des partoches d'un disque et les jobs Hadoop qui sont en train d'accéder au même disque qui est un disque de stockage aussi. C'est quelque chose qu'on savait théoriquement, mais au Hadoop Summit, il y a quelques semaines, il y a Facebook qui a donné l'exemple d'un système HBase dans lequel ils voyaient des latences énormes. Et la solution pour eux, ça a été de dédier, de monter le /temp en RAM. Donc nous, on fait pareil. On fait ça pour tout le système, en fait, et on monte l'ensemble du système dans un RAM disk. Ça a d'autres avantages. Ça rend assez explicite des contraintes qu'on a tendance à mettre sous le tapis autrement. Par exemple, quand vous avez 400 machines, il faut faire du R6log systématiquement. Ça paraît être une évidence. Le fait d'être en RAM et de ne pas avoir une place infinie en RAM, ça rend très explicite la contrainte, et donc vous êtes obligé de faire du remote syslogging, par exemple. C'est pareil pour les histoires d'état de chef. Chef, c'est un système qui est fait pour faire converger un système qui est en train de tourner vers un état. C'est très beau théoriquement, mais la réalité, c'est qu'en général, quand vous persistez sur disque votre configuration, votre état, c'est la superposition de ce que veut faire chef et de l'état déjà existant sur le disque. Quand vous êtes sur un système diskless et que dès que vous le rebootez, vous devez tout réinstaller, vous obtenez la garantie que vos recettes chef tournent parfaitement et sont capables de vous remonter le système intégralement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Et puis, oui, donc on a parlé des histoires de contention I/O. La réalité qu'on a observée, nous, sur un cluster de 100 nœuds à peu près, qui a été en opération pendant 1 an et demi, c'est que au bout de ces 1 an et demi, quand on demande à reformater les disques, on voit qu'il y a 78% de défaillances sur les disques qui sont à la fois des disques de stockage et des disques système. Donc, a posteriori, on est tout à fait justifié à avoir ce système diskless. Et ce que ça nous coûte, donc, c'est 2 gigas, c'est-à-dire à peu près 2% de la RAM de nos nœuds. C'est un coût qui est parfaitement acceptable. Comment on fait ça ? C'est assez simple, hein, c'est très standard. On boot sur une image, donc on a le malheur d'utiliser CentOS comme distribution. On boot sur une image PXE CentOS, et ensuite on se met le plus vite possible dans une situation où c'est chef qui contrôle ce qui se fait. Donc il nous traite à la fois l'inventaire, c'est-à-dire quand une machine pop, elle pop dans une base de données qui est gérée par chef, qui nous permet de voir qu'il y a des nouvelles machines. Elle fait par exemple la mise à jour des firmware. Elle configure l'OS et tous les services qui tournent dessus. Une fois qu'on a fait ça, on a un joli système. Ce joli système, il vous permet de popper des nœuds Hadoop assez rapidement. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste à faire 2 types de maintenance. La maintenance corrective, c'est-à-dire faire en sorte que les nœuds qui sont défaillants, par exemple, vous les corrigiez. La réalité de la maintenance corrective sur Hadoop, même à notre échelle, c'est que c'est relativement facile. Le système prend soin de se soigner lui-même. Vous avez un nœud qui tombe, vous n'êtes pas obligé d'intervenir dans la minute, c'est fait pour ça. Les choses les plus gênantes en maintenance corrective, c'est essentiellement les nœuds qui marchent, mais pas tout à fait. Ça pose plein de problèmes, donc ça peut être des nœuds qui sont un peu plus lents que les autres, des nœuds qui ont des problèmes sur leurs interfaces réseau, par exemple, et qui perdent des paquets. Hadoop, c'est fait pour bien marcher avec des nœuds qui sont on ou off, et qui peuvent être éventuellement off. Ça marche pas encore super bien avec des nœuds qui sont dans un état un peu intermédiaire. Le gros de la maintenance, réellement, c'est la maintenance évolutive.
Alors pourquoi c'est difficile? Parce que la maintenance évolutive, ça veut dire faire changer d'état votre système. Et ça, c'est notoirement difficile, même dans un système comme Chef, très DevOps et tout ça. C'est notoirement difficile à tester. Et c'est notoirement difficile de prévoir tout ce qui va se passer. La manière dont on gère ça à Criteo, c'est qu'on a une pré-prod sur laquelle on fait une répétition. Si on veut, par exemple, bumper la version de Cloudera, on commence par la bumper en pré-prod, et puis relativement rapidement, pour accumuler et puis se souvenir des problèmes qu'on a pu rencontrer, on le fait en prod. Un des problèmes que vous allez avoir sans doute, que nous en tout cas on a, c'est que Hadoop va vite être au centre de votre infra et vous allez devoir faire beaucoup de choses, avoir beaucoup d'utilisateurs. La question se pose de savoir s'il faut faire de la maintenance évolutive sans période de blackout, sans faire tomber le système, ou s'il faut prévoir une période de blackout. Nous, notre expérience, c'est qu'à chaque fois qu'on a tenté de faire un rolling update sans arrêter le service, ça s'est toujours terminé par une période de blackout, en général d'autant plus longue qu'on a essayé d'être malin dans le début, donc on n'essaye plus d'être intelligent. On demande à arrêter le cluster, on prévient de l'arrêt du cluster, on arrête le cluster une bonne heure, on fait notre intervention et on le rallume. Ah, le monitoring. Alors, oui, il reste quand même une chose. Évidemment, il faut faire en sorte que le cluster ne tombe pas en rade. Il y a quand même des choses à regarder. Je ne sais pas si vous connaissez des développeurs. Moi, je n'en connaissais pas. Mais le cycle typique d'un développeur Hadoop, c'est qu'il écrit du code, il le compile, ou pas, et il essaye de lancer son job sur le cluster. Il se rend sur l'interface du job tracker. Et là, il appuie sur refresh toutes les 2 secondes pendant les 3 heures que dure son job. Donc, la première chose que vous avez envie de monitorer, si vous ne voulez pas passer pour un imbécile auprès de vos utilisateurs, c'est ce qu'ils voient, c'est le job tracker. Il y a de bonnes raisons aussi à ça, c'est que le job tracker, c'est pas la chose la plus fiable dans Hadoop. Voilà. Mais globalement, il faut faire un monitoring fin de l'interface des utilisateurs, sinon ils sont très vocaux quand ils viennent vous voir. La deuxième chose qu'il faut très soigneusement monitorer, c'est le checkpointing de l'image de HDFS. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? HDFS maintient son état avec un état interne qui est dans la RAM du NameNode et des edits qui sont écrits séquentiellement dans des fichiers et qui sont écrits sur disque. Voilà. Donc, de temps en temps, il y a une opération qui s'appelle le checkpointing qui consiste à consolider l'ensemble des edits sur disque dans l'image RAM et à écrire l'état du NameNode sur le disque. C'est une opération qui n'est pas faite par un NameNode en opération. Dans un cluster où vous n'avez pas ce qui s'appelle la high availability, c'est fait par un secondary NameNode. Et quand vous activez la high availability, c'est fait par le NameNode qui est en attente de prendre le relais du premier si jamais le premier crash. C'est une opération qui est par défaut pas très bien monitorée. C'est extrêmement important de la monitorer. On a eu plusieurs cas où, pendant des mois, le NameNode a fonctionné sans checkpointing. Les edits se sont accumulés jusqu'à remplir le disque. Là, le NameNode crash. Et d'un seul coup, vous avez 300 gigaoctets d'edits à consolider au reboot du NameNode, ce qui prend à peu près 12 heures sur nos machines. Et donc, vous avez juste un shortage Hadoop de 12 heures, parce que vous n'avez pas fait ce monitoring-là. Donc, le système fonctionne très bien, c'est vraiment un gros piège. Le système fonctionne très bien, sauf au moment où il s'arrête de fonctionner. Et là, c'est très très long à remettre en route. Alors, tu voulais reprendre la parole pour introduire la... Oui, donc ça c'était le premier point sur l'automatisation du setup des installs des machines. Du proof of concept à l'échelle, le chemin est assez tortueux.
Parce qu'il faut vraiment intervenir sur toutes les différentes couches qui vont constituer votre système. Bon, il y en a qui sont un peu plus tricky que d'autres, mais vous allez devoir tuner votre hardware, devoir tuner la config de votre noyau, tuner la manière dont vous gérez le réseau. Et configurer un certain nombre de paramètres dans les services eux-mêmes, hein, même dans les configs Hadoop, out of the box, c'est pas forcément adapté du tout à un très gros cluster. Hein. Donc basiquement, si toutes ces choses, vous utilisez les configs par défaut à tous ces niveaux-là, quand vous allez allumer un cluster de plusieurs centaines de machines, vous allez juste faire un monstrueux DDoS sur votre infrastructure et ça va très mal se passer. Donc là, on va passer en revue un petit peu tous les différents points de tuning qu'on a rencontrés et qui sont particulièrement importants à avoir en tête. Donc, comme Loïc vient de le dire, la première chose quand vous rencontrez un problème de performance sur le cluster, c'est de regarder à l'extérieur du cluster. Parce que quand vous avez 400 machines qui interrogent un DNS, ça peut poser des problèmes. Les points suivants, donc il y a effectivement tout à tuner. Donc il y a votre propre infrastructure à redonder sans doute à plusieurs endroits. Il y a le hardware que vous allez acheter qui est sans doute pas tout à fait bien fait pour Hadoop, pas assez de disques, pas assez de densité de stockage. Donc vous allez vouloir tuner à l'achat vos configurations hardware. Vous allez devoir tuner le kernel Linux, c'est ça dont je vais parler. On en a parlé, Hadoop est IO-bound essentiellement, et autant pour écrire sur un disque, il y a quelque chose de facile à faire, c'est d'écrire en mémoire et de reporter à plus tard l'écriture sur disque. Autant en lecture, la seule chose intelligente à faire, c'est éviter le saut des têtes de lecture sur le disque et lire un peu à l'avance par gros blocs. Et donc, ce qu'il faut absolument penser à faire, c'est augmenter le read-ahead sur une machine Linux. Il y a un truc qui est bien documenté, c'est qu'il faut désactiver sur les noyaux CentOS les Transparent Use Pages. Au niveau réseau, sur les machines, je vous conseille de passer en Jumbo Frames, d'augmenter la rétention RP, parce que sinon vous risquez, quand vous augmentez le nombre de machines, et nous on est encore uniquement en Layer 2, vous risquez des ARP Storm. Et donc on a divisé par 100 le trafic ARP juste en augmentant la durée de rétention dans les caches ARP. Et donc pareil, donc on essaye de localiser les caches et en particulier on met des caches DNS sur les machines. Alors Hadoop lui-même, bizarrement, la configuration par défaut de Hadoop, Hadoop est extrêmement configurable, mais sa configuration par défaut ne permet pas de faire du Hadoop à l'échelle, pas à notre échelle en tout cas. Il y a plein de trucs à revoir, et en particulier, un point extrêmement important sur la performance, c'est ajuster le niveau de logging. Ça paraît bête, mais le NameNode comme le Job Tracker sont à des niveaux de logging qui sont tels que dès que vous avez une centaine de machines, vous crachez des centaines de mégaoctets des dizaines de mégaoctets peut-être par seconde, et c'est très impactant pour la performance. Il y a des thread pools qui sont configurés avec un tout petit nombre de threads par défaut, qu'il vaut mieux augmenter, pas démesurément, mais au moins à la hauteur du nombre de cœurs que vous avez sur vos machines. Et pour le NameNode très spécifiquement, il y a en fait le moyen d'activer deux pools de threads. Un pool de threads pour les clients extérieurs au cluster, ceux qui vont utiliser HDFS en tant que service de stockage, et un pool de clients pour les nœuds qui sont internes, pour l'ensemble des data nodes qui constituent votre cluster. C'est extrêmement intéressant à faire parce que ça permet de diminuer considérablement la latence de réponse du service à vos clients, et parce qu'aussi ça permet d'isoler au point de vue réseau des interfaces de nature assez différentes sur deux ports différents. Et puis enfin, quand vous aurez vous avez peut-être déjà d'ailleurs un cluster qui commence à grossir, vous allez éventuellement tomber dans des boucles de checkpointing. Donc nous on est dans une configuration achat où on a deux namenodes en fait, un namenode actif et un namenode hot standby qui fait le checkpointing dont on a parlé tout à l'heure.
Et il fait le checkpointing par défaut tous les 10 millions d'édits, c'est-à-dire toutes les 10 millions d'opérations qui sont effectivement réalisées sur le file system. Et en fait, ce checkpointing, il dure à peu près 3 à 4 minutes, pendant lesquelles le secondary name node est très difficile à joindre, parce qu'il est en train de bosser. Et 10 millions d'édits, pour nous, c'est à peu près 6-7 minutes de fonctionnement. Donc on est dans un mode où en fait le secondary name node n'arrête pas de checkpointer, et il est de fait très très lent à répondre aux requêtes des clients. Ce ne serait pas vraiment un problème, sauf que la manière dont l'implémentation est faite, dans le client va essayer un name node, puis l'autre. Et si le premier name node est down et il n'arrive pas à s'y connecter, il passe automatiquement à l'autre. Mais si l'autre accepte sa requête et met énormément de temps à lui répondre, que finalement il faut aller voir l'actif, vous avez un cluster dont le throughput va diminuer considérablement. Donc il faut faire attention à ça. Le point suivant, c'est ce qui concerne le scaling du réseau, c'est là qui va vous en parler. On a décidé d'isoler le réseau dans un chapitre un peu à part parce que les effets sur le réseau pour Hadoop ils sont non linéaires. Parce que Hadoop utilise dans un système HPC de manière globale, en général on dédie énormément de ressources à faire en sorte que le bus fonctionne correctement. C'est-à-dire ce qui compte, c'est pas seulement d'avoir énormément d'unités de calcul, parce que ça, il suffirait de les mettre côte à côte pour que ça fonctionne bien. Ce qui compte, c'est que les unités de calcul, elles communiquent entre elles. Et Hadoop, c'est du commodity, et Hadoop délègue cette partie cruciale du système HPC, la délègue à du commodity, c'est-à-dire au réseau. Et donc, il y a une spécificité très forte du réseau dans l'utilisation d'Hadoop. C'est Eloy qui va vous en parler. Le réseau, voilà, une belle histoire encore, parce que forcément, vous commencez avec un petit cluster pour votre POC toujours, ça fonctionne très très bien avec pas beaucoup de machines, c'est toujours la même histoire, mais pas de chance, des machines, on va vous en demander plus, il faut stocker plein de pétas pour faire plein de choses, et donc vous allez en ajouter. Et au début ça se passait bien parce que tout votre cluster, il était situé dans un seul rack de machines, donc avec son petit switch top of rack et tout, les machines pouvaient se parler entre elles de façon satisfaisante, et il n'y avait pas de problème. Donc nous, on se dit, parfait, on est content avec notre cluster. Pendant ce temps-là, on en construit un autre beaucoup plus gros dans un nouveau data center pour répondre à nos besoins futurs. Bon, tout se passe bien, comme d'habitude, hop, install automatique, tout s'installe, c'est parfait. On envoie la patate. Et là, les gens du réseau arrivent. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de saturer tous les liens d'agrégation, c'est la merde. Arrêtez tout. Bon, ça, c'est un peu surprenant, un petit peu embêtant. Et comment ça s'explique? Alors, il y a une problématique réseau qui est bien connue, enfin en tout cas qui était bien connue chez Criteo et chez tous les gens qui font du web, c'est que vous avez Internet qui vous parle, donc ça vous parle assez fort. Et donc vous avez des couches de load balancing pour acheminer tout ça, diviser le trafic et l'envoyer sur toute une batterie de fermes de serveurs web, de back-end, etc., en ramifiant progressivement le débit pour pouvoir faire le load balancing correct de tout le trafic que vous prenez dans la figure. Donc c'est un trafic qui est hautement nord-sud, c'est-à-dire que c'est l'extérieur qui vous parle et vous descendez progressivement dans une arborescence avec du réseau en fat tree qui va progressivement diminuer jusqu'à arriver au service et puis remonter gentiment la réponse va remonter gentiment par le même chemin. Problème archi connu, archi maîtrisé, pas de souci. Ce qui va se passer, alors en bas c'est pas des machines, c'est des racks. Quand votre cluster il est dans un seul rack, il n'a pas de problème, toutes les machines peuvent se parler, zéro souci. Ce qui se passe quand vous augmentez le nombre de machines, vous disséminez un petit peu votre cluster sur pas mal de racks qui vont eux être raccordés donc avec un réseau en fat tree avec des couches d'agrégation successives pour remonter petit à petit. Et ce qui est spécifique quand vous faites du HPC ou du Hadoop, c'est que y a des phases, typiquement dans le pattern MapReduce, où les mappeurs ils travaillent tout seuls de leur côté, ils ne se parlent pas. Sauf qu'après, dans la phase dite de shuffle, eux, les réduceurs, ils vont avoir besoin chacun de leurs clés, etc.
tout le monde va vouloir s'échanger ses jeux de clés et se parler entre eux. Et là, vous allez créer un trafic donc est-ouest, horizontal, entre toutes ces machines qui vont vouloir se parler entre elles. Et donc forcément, le nœud qui est là, qui veut parler au nœud qui est à l'autre bout, quand vous êtes en arborescence, le trafic qui remonte, il doit remonter tout en haut pour redescendre de l'autre côté. Et donc là, si vous avez de l'oversouscription, ce qui est très souvent le cas dans ce genre de réseau hiérarchique, vous allez saturer tous vos liens d'agrégation et causer pas mal de problèmes aux autres services web qui sont également présents dans votre data center, qui eux ont besoin de ce trafic nord-sud. Donc vous allez avoir une interaction très mauvaise de ces deux comportements verticaux et horizontaux en matière de nécessité de trafic. Ce qu'on solutionne en employant une topologie réseau différente, au lieu d'avoir du fat tree hiérarchique. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est plutôt employer un mesh, donc un maillage de réseau qui garantit quand même un short space pas trop long de n'importe quel nœud à n'importe quel autre nœud, mais qui ne nécessite pas d'avoir des équipements réseau qui deviennent gros de manière absolument délirante dès qu'on remonte à la couche d'agrégation tout en haut qui doit, elle, se prendre tout le trafic de tout le monde. C'est juste pas possible. Nous, notre pattern, c'est de réussir à faire scaler le réseau et la taille du cluster en utilisant de l'équipement, des switches commodity. L'esprit d'Hadoop, c'est finalement faire du calcul distribué sur du hardware commodity. Ça vaut aussi pour le réseau. On n'a pas envie d'acheter des routeurs de la mort à des centaines de milliers d'euros pour faire fonctionner ça correctement parce qu'il n'y a pas besoin. Donc forcément, on dit on va faire un maillage. Donc la complexité de configuration du maillage peut être un peu plus élevée que du fat tree avec de l'équipement. Alors on a du Cisco historiquement, donc qui fait du routing layer 2 avec du fabric pass. C'est un peu plug and play, c'est magique. Surtout, il n'y a rien à configurer, ça marche. Ça marche jusqu'au moment où on a besoin de faire des choses un peu plus évoluées. Donc nous, on propose un maillage qui est... Alors, topologiquement parlant, ça ressemble à un hypertor en n dimensions. Alors vous dites ça à vos ingés réseau, mais de quoi on parle? Le premier cluster qu'on voit là, c'est des couples pour la redondance. Donc un hypertor en 3 dimensions. Je pense qu'on a 6 uplink, donc c'est 3 dimensions. Avec 3 nœuds, on sait royalement un triangle. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur et ça marche très bien. Pour l'instant, on est toujours en layer 2. On sait qu'en ajoutant des nœuds, le layer 2, il va quand même montrer ses limites à un moment donné. Donc on passera sûrement en layer 3, peut-être avec du BGP. On n'en est pas encore là, mais ça, c'est à venir. Et donc cette typologie de réseau répondra bien à vos problèmes, quel que soit le nombre de nœuds qu'on veut ajouter. En 3 dimensions ou en 4 dimensions, ce sera ultra suffisant pour arriver à des centaines ou des milliers de machines. Et de toute façon, quand vous êtes au millier de machines, ce qui va vous limiter, finalement, c'est pas tellement la topologie, c'est la taille de votre salle dans le data center, donc problem solve. L'autre aspect topologique, c'est celui qui est dans Hadoop. C'est peut-être un problème connu, mais on le rappelle quand même. Il y a un truc qui est hyper important dans Hadoop, c'est la rack awareness de vos nœuds. C'est-à-dire que votre nœud, il faut qu'il sache où il se situe par rapport à ses petits camarades dans votre réseau. Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour des raisons de performance, parce que donc HDFS, ça marche avec un système de réplication de votre donnée. Donc par défaut, répliqué 3 fois. Donc votre donnée, elle est présente 3 fois. Pour la redondance, pour la fault tolerance, j'y reviens tout de suite. Mais en matière de performance, ce qui va intéresser le framework d'exécution et de calcul, c'est de savoir où sont ces blocs. Donc votre scheduler, quand vous soumettez un job, il va essayer de placer vos tâches de mapping à l'endroit où la donnée est présente. Et donc ça, il faut qu'elle soit répartie de manière connue et pas forcément toutes sur le même nœud. Pour pouvoir avoir plus d'options possibles pour placer vos tâches de calcul sur les nœuds qui contiennent effectivement la donnée. Donc ça c'est pour la performance. Pour les problématiques de fiabilité, permettre au namenode de savoir ces datanodes dans quel rack ils sont, ça lui permet d'avoir une stratégie de placement de ces répliques
Donc qui est, bon, la première réplique est écrite sur un des nœuds qui a de la place, et les deux successives vont être écrites sur un autre nœud du même rack et sur un nœud d'un rack différent. Donc vous avez toujours la garantie avec une bonne topologie Hadoop d'avoir au moins une réplique qui est dans un rack différent, ce qui vous permet en cas de défaillance, par exemple d'un switch top of rack, vous perdez un rack entier, donc vous avez pas mal de machines dedans, pas mal de blocs dedans. Vous avez toujours la garantie qu'en perdant un rack entier, vous n'avez pas l'intégralité des blocs, l'intégralité des répliques d'une donnée qui se situe là. Vous en aurez toujours une ailleurs qui va vous permettre d'être résistant à ce genre de défaillance. Et bien sûr, mon HDFS est suffisamment bien fait pour que si jamais vous perdez un rack, donc le namenode va s'apercevoir que ces blocs-là sont sous-répliqués et lui, il va déclencher des écritures pour récupérer ça au bout d'un temps assez faible qui va vous permettre d'être résistant à ce genre de choses. Ça permet aussi de prévoir des opérations de maintenance quand vous avez quelque chose à faire, une intervention hardware par exemple. Votre fournisseur a oublié de vous mettre le nombre de ventilateurs suffisant qu'il fallait dans les machines, ben vous allez devoir toutes les arrêter pour faire des opérations de maintenance. Alors les faire une par une, c'est pas forcément pratique pour vos intervenants sur site. Si vous pouvez arrêter un rack entier le temps qu'ils interviennent, ça leur simplifie énormément le travail. Ça vous permet aussi des opérations de type déménagement. Ça, c'est des choses qui arrivent. Pareil, vous êtes en data center, votre salle est pleine, vous voulez ajouter des nœuds à votre cluster, c'est pas possible. Donc on vous dit, bah, parfait, on ouvre une nouvelle salle. Bon, vous allez devoir déménager votre cluster d'une salle à l'autre. Et là, on vous dit, bon, bah, c'est cool, bon, vous avez quelques centaines de machines, ça prendra que quelques jours de les déménager. Bon, vous ne pouvez pas éteindre votre cluster quelques jours le temps de les déménager. Donc vous pouvez essayer de faire ça online. Donc vous décommissionnez un rack entier, hop, vous l'éteignez, et puis vous le déménagez, vous le rallumez, et vous passez au suivant, etc. Ça peut se passer bien. Nous, on l'a fait, on a tenu une demi-journée de déménagement, ça s'est bien passé, on est resté online. Et d'autres incidents sont venus perturber un peu la fête et nous ont obligés à accélérer la fin de la manœuvre, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Voilà pour les considérations de topologie. Donc on va passer à notre dernier chapitre que JB va prendre en main. Okay. C'est l'arrivée des utilisateurs sur votre cluster, et là vous allez avoir d'autres choses. Bon, malheureusement, j'en parlerai pas des masses parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais passer assez rapidement. On a couvert le fait de réussir à déployer l'infrastructure. Maintenant, on va essayer de parler du fait de l'utiliser. Le problème de Hadoop, c'est qu'assez vite, vous allez vous rendre compte que, évidemment, vous ne pouvez pas gérer plein de clusters pour chacun des cas d'utilisation. Vous allez avoir un énorme cluster avec plein de cas d'utilisation différents, un cluster mutualisé, et que donc, il va falloir réussir à gérer la rareté de la ressource. La ressource sur Hadoop, c'est quoi? C'est le calcul et l'espace de stockage. Donc, pour réussir à faire face à la contention de ressources sur le stockage, vous avez des quotas qui ne vont pas sans problème, mais qui existent. Et vous avez surtout le scheduler, qui est très visible pour les utilisateurs. Alors, là, je vais parler quand même un peu du scheduler. Le scheduler, il y a deux types de scheduler. Il y a le fair scheduler et le capacity scheduler. Le fair scheduler, c'est un scheduler dans lequel chacun a un poids. Et voilà, je sais pas, peut-être on est dans un métier un peu à dominante masculine. Un utilisateur va avoir un poids plus gros que son voisin. C'est un fait. Et donc, utiliser le fair scheduler, ça pose des problèmes qui ne sont pas forcément des problèmes d'ordre technique, mais qui sont essentiellement des problèmes d'ordre politique. C'est-à-dire que les gens, ils veulent plus de poids. Et c'est difficile de leur dire non. Quand vous utilisez le capacity scheduler, vous avez le capacity scheduler entérine le fait que Hadoop est une ressource limitée, et quand vous voulez prendre des ressources, quand vous voulez donner des ressources en plus à quelqu'un, il faut les prendre quelque part. Et le fait que ce soit comme ça permet de dire à l'utilisateur, si tu veux plus de ressources, très bien, mais va discuter avec ton manager ou avec la personne à qui tu as envie de prendre ces ressources, et vous transformez un problème qui peut être un problème politique en problème purement technique pour vous, et vous laissez l'utilisateur se débrouiller avec la partie politique, ce qui est plutôt agréable.
L'histoire des maps et des reduce, si vous commencez un cluster actuel, ça n'a plus lieu d'être parce que vous allez utiliser Yarn et qu'il n'y a plus de distinction. Donc je vais en laisser, je vais pas en discuter. Pour tout ce qui est sécurité, oui. Quand vous réaliserez que vos données les plus importantes, qui sont les données évidemment liées à la facturation de vos clients, ont atterri sur le cluster et que par exemple vous voulez faire une IPO, comme ça nous est arrivé, vous allez vous apercevoir que le seul niveau, vous n'avez pas de niveau de sécurité en fait. C'est de la security through obscurity. Comme vous savez, la sécurité, c'est deux choses. C'est les autorisations et l'authentification. Alors, pour les autorisations, on est dans un monde qui est très proche du monde d'Unix standard. Et même s'il y a moyen de désactiver les autorisations sur un cluster Hadoop, évidemment, on ne vous conseille pas de désactiver les autorisations. On a envie qu'un utilisateur ne puisse pas faire rm-rf/ par accident. 5 minutes. 5 minutes. Le problème essentiel, c'est de réussir à faire bien l'authentification. C'est-à-dire le fait que quand je déclare que je suis moi et que j'ai envie d'effacer ces fichiers-là, non seulement j'ai le droit de le faire, mais en plus que je suis bien la personne que je prétends être. Donc pour ça, il y a un truc qui est très bien fait, c'est Kerberos. C'est génial comme techno, utilisez-la. C'est un truc de vieux, c'est parfait, tout a été pensé, ça a été développé à MIT. Voilà, et une fois que vous aurez fait ça et que vous aurez rendu votre service multi-tenant et que vous ouvrez votre service à tous vos utilisateurs, que vous offrez Hadoop à la fois ses capacités de calcul et de stockage comme un service, vous allez avoir envie... oui, un des problèmes que vous allez rencontrer, c'est que Hadoop, par défaut, n'a pas d'interface qui scale et qui soit POSIX. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme dans un système Linux, faire un ls facilement sur un fichier. Ça ne s'intègre pas bien dans un système. On est obligé d'utiliser Java. Quelle horreur. Donc, une des solutions qu'on a trouvées, nous, c'est de faire du proxy HTTPFS. Et là encore, c'est super. Un curl suffit. Il y a une API REST pour accéder au file system. Ça s'intègre très bien avec la sécurité. Il me reste 4 minutes. Et ça permet de faire des transferts à super haut débit. Donc, nous, on stream en permanence 200 mégaoctets par seconde de données dans le cluster à travers 4 passerelles HTTPFS avec des pointes à 1,6, des pointes mesurées à 1,6 gigaoctets par seconde. Donc ça marche très bien. Voilà. Les formats de fichiers. Oui, les formats de fichiers. Oui, alors très rapidement, parce qu'il reste 3 minutes. Vous avez plein d'utilisateurs, donc plein de cas d'utilisation, des BI qui veulent faire de l'analyse, vous avez besoin de faire du recollement pour de la facturation, vous voulez faire du machine learning. Tous vos utilisateurs vont vous demander les données dans le format le plus approprié à leur traitement. Et vous n'aurez pas la place de faire toutes les projections diverses et variées dont vous aurez besoin. Et donc notre constat, c'est que finalement du JSON JZP, bon, c'est commodity, mais c'est très suffisant pour tout. Donc n'essayez pas d'optimiser trop tôt ce genre de problématique. Par contre, bon, le truc important, même avec du JSON, utilisez des schémas, des métadonnées de schémas sur vos données, parce que c'est hyper important, sinon tous vos jolis pétabytes ne vous serviront plus à grand chose si vous ne savez pas ce qui est dedans. Bon, on peut en discuter une autre fois. Est-ce qu'il y a des questions? Quelques questions, il nous reste 2 minutes. Pas de questions, vous avez faim? Si, une question. D'accord, donc la question c'est en cas de boot PXE et qu'on boot plein de nœuds à la fois, est-ce qu'on n'a pas des problèmes avec le serveur PXE? Dans la pratique, non. Après, on n'a pas redémarré les 600 nœuds d'un seul coup. Mais on a fait déjà des reboots cluster-wide quand on était à 250 nœuds, et ça s'est toujours bien passé. Ah oui, on me fait signe qu'on a des goodies à distribuer. Il y a des casquettes, des balles. Et on fait des trucs vachement cool à Criteo et on recrute. Et voilà. On fait de la pub, c'est normal, hein, on est une boîte de pub. Voilà, si vous voulez venir. Si vous avez envie de mettre les mains dans le cambouis, rejoignez-nous, merci.